Bonjour, alors j'avais promis de ne pas parler de la guerre en Iran, de ne pas parler des opérations militaires, etc., parce que on n'en savait rien. Mais je me suis quand même penché sur la question et j'ai lu beaucoup de choses dans la presse française, européenne, etc., même américaine, où on nous explique que Trump détruit les États-Unis, qu'il est un idiot. On nous explique qu'il mène une guerre impossible à gagner en Iran. On nous explique qu'il va perdre cette guerre comme toutes les guerres menées par les États-Unis depuis plus de 60 ans. Il laisse planer la menace d'une invasion terrestre de l'Iran tout en négociant avec ses dirigeants. Il rend l'OTAN furieuse en menaçant de se retirer de cette organisation et en lorgnant sur le Groenland. Il provoque le Canada, le Mexique, le Danemark et la Colombie et menace d'intervenir à Cuba. Voilà, ça c'est ce qu'on nous raconte sur Trump. JP Morgan nous affirme que le monde sera bientôt à court de pétrole. J'avais fait une vidéo là-dessus en expliquant que ce n'était pas tout à fait le cas, mais bon, admettons. L'économie mondiale est sur le point de s'effondrer. Bon, on nous explique depuis quelque temps qu'on est sur le point. Alors d'abord, on était tous supposés mourir pendant le Covid, et après, on nous a expliqué qu'on était au bord de la Troisième Guerre mondiale. On l'a expliqué plusieurs fois. Et là, maintenant, on nous explique que l'économie mondiale est sur le point de s'effondrer. Bon, pourquoi pas, on verra. Mais Trump est le pire président de l'histoire. Et c'est un clown. Et si c'était ça le plan? Voilà, c'est ça, c'est la question que je me suis posée en me disant, bon, peut-être qu'il fait l'idiot, mais peut-être que c'est pas le fait du hasard. Et si Trump voulait perdre la guerre en Iran? Et s'il voulait que l'empire américain s'effondre? Et s'il voulait détruire l'économie mondiale globalisée telle qu'elle existe aujourd'hui? Alors ce serait un génie. Alors je vais expliquer pourquoi. Actuellement, je vais essayer d'être factuel. Actuellement, le monde tire 20% de son pétrole du Moyen-Orient. Le Japon en tire 75%, l'Inde 60%, la Chine environ 50%. L'Europe est également très dépendante. Alors ça dépend des pays, donc je ne vais pas faire le détail. Mais le pétrole n'est pas rare. Le Venezuela, j'en ai parlé déjà, possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Le Canada possède des réserves énormes, de même que les États-Unis. Ça aussi, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Trump vient de prendre le contrôle du Venezuela en janvier dernier, j'en ai parlé aussi, et il menace de s'emparer du Canada, ou du moins de la province d'Alberta, la plus riche en hydrocarbures. Ça aussi, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Alors j'ai lu que les forces vives du Canada créent plus d'entreprises aux USA qu'au Canada. Donc c'est un problème réglé, il n'a même pas besoin d'envahir le Canada. C'est les Canadiens qui viennent aux États-Unis et qui créent. Donc ils amènent leur argent, ils créent des entreprises, ils créent de la valeur, plutôt que d'aller au Canada parce que c'est bureaucratique, c'est taxé, etc., etc. Donc voilà, on n'a pas besoin d'envoyer une armée au Canada. Si Trump mène une guerre en Iran et ferme le détroit d'Ormuz, qui est le cas actuellement apparemment, le flux de pétrole du Moyen-Orient s'arrête presque totalement. Alors, là encore, on vient d'apprendre que l'Iran a presque complètement rempli toutes ses capacités de stockage de pétrole. Lorsque tous les réservoirs seront pleins, alors l'Iran devra cesser toute opération de pompage de pétrole. Parce qu'il y a nulle part où le mettre, puisqu'on ne peut pas l'écouler. Les puits devront s'arrêter, les puits de pétrole donc devront s'arrêter, faute de pouvoir écouler leur production. Et cela entraînera non seulement un manque à gagner considérable pour l'Iran. Alors apparemment, il y a deux chiffres qui courent en ce moment. Chaque jour de blocus entraîne une perte de revenus de 400 à 500 millions de dollars américains. Voilà. Donc voilà la perte nette par jour, a priori. Mais aussi des dommages aux puits de pétrole qui devront être réouverts après travaux et réparations, ce qui coûtera très cher. Et oui, c'est pas comme un robinet qu'on ferme. Un puits de pétrole, il faut constamment le laisser pomper un petit peu. Et si on arrête, il faut les surveiller parce il peut y avoir de la pression, il peut y avoir du gaz, il peut y avoir de l'eau, peu importe, mais
L'industrie pétrolière, c'est très compliqué et c'est très dangereux. Et ça entraîne beaucoup de réparation et d'entretien. Donc s'ils ne le font pas, ça va leur coûter encore plus cher. Donc, si la production continue ailleurs, notamment en Amérique du Nord, alors on n'a pas de problème de pétrole. Ainsi, l'Europe, la Chine, le Japon, la Corée, etc. ont tous besoin de pétrole américain. S'ils peuvent pas le prendre au Moyen-Orient, ils iront aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Et pas seulement de pétrole, mais aussi d'engrais. Voilà, puisqu'on parle aussi de famine, pas d'engrais, etc. Donc tout ça c'est faux. Il y a une autre source d'approvisionnement d'engrais ailleurs qu'au Moyen-Orient. Donc l'azote nécessaire à la production alimentaire provenait jusqu'à présent du Moyen-Orient. Et si cet approvisionnement est interrompu, ce que je viens de dire, il n'existe que deux options, l'Amérique du Nord et la Russie. Bon. Trump rend le monde entier dépendant des ressources qu'il contrôle. C'est ça le coup de génie en fait. D'ailleurs, des centaines de supertankers capables de transporter 2 millions de barils chacun foncent actuellement vers la côte américaine du golfe du Mexique, qui s'appelle d'ailleurs golfe d'Amérique. Ils viennent de toutes les directions, Atlantique, océan Indien et contournement de l'Afrique. Ils allaient en Arabie Saoudite ou ailleurs au Moyen-Orient, initialement. Et comme le détroit d'Ormuz fait l'objet d'un blocus, c'est la panique générale. Alors, le monde change de fournisseur d'énergie. Les exportations de pétrole américain, US approchent des niveaux records. Alors effectivement, là aussi j'ai des chiffres intéressants. Les exportations de pétrole américain s'élèvent aujourd'hui aux alentours de 12,7 millions de barils par jour. 12,7 millions. Et elles atteindront au moins 15 millions de barils par jour très bientôt. Donc en fait, ils sont en train de compenser les pertes en production du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Iran et les pays du Golfe. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Les raffineries fonctionnent, donc les raffineries américaines fonctionnent à 95% de leur capacité. Alors ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que la saison des ouragans ne vienne pas perturber cette activité intense au niveau des raffineries, parce qu'elles sont toutes autour du golfe du Mexique, qui est une zone où il y a des ouragans. Voilà, donc la saison des ouragans commence le mois prochain. Donc là aussi, s'il y a un ouragan, c'est une catastrophe qui touche. Alors là, ça pourrait menacer l'approvisionnement en pétrole, alors non seulement pour nous, ici aux États-Unis, mais aussi tout le reste du monde. Au lieu de payer des prix dérisoires pour le brut iranien sous sanctions, la Chine se retrouve désormais en concurrence avec le Japon et l'Europe pour ces mêmes barils de pétrole américains onéreux. Ben oui, parce que le pétrole a augmenté, le prix du pétrole est haut en ce moment, donc ça coûte plus cher. L'aspect le plus génial de la stratégie de Trump, c'est au niveau de la dette. Alors, on parle plus de pétrole, on parle de dette. Qui détient la plus grande part non détenue par les Américains de la dette américaine? Qui finance en partie la dette américaine de 39 trillions de dollars? Pas millions ou billions, trillions. Les mêmes pays qui ont besoin du pétrole du Moyen-Orient. Le Japon, la Chine, Taïwan, la Corée, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Luxembourg. Si ces pays arrêtaient demain d'acheter la dette américaine, ils transféreraient leurs achats de dollars américains vers l'or et d'autres devises comme le franc suisse. Donc le système de la dette US, si c'était le cas, qui ressemble à une pyramide de Ponzi, s'effondrerait. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on avait dit auparavant. On entend ça encore aujourd'hui. Si on arrête d'acheter de la dette américaine, tout s'effondre. Ils avaient même initié, donc ces pays, ou une partie des pays que j'ai nommés, une dédollarisation de leurs échanges commerciaux en achetant du pétrole ou d'autres matières premières dans une autre monnaie que le dollar américain, notamment le yuan. Ça j'en avais parlé déjà, la dédollarisation, dans une autre vidéo. Mais voilà, ils ont désormais besoin de l'énergie américaine, des ressources américaines, et ils ne peuvent plus abandonner le dollar US,
ils sont piégés. Ils sont obligés d'avoir du dollar pour acheter aux Américains leur pétrole et leurs matières premières. La Chine a même renoncé à soutenir ouvertement l'Iran et elle est contrainte à composer avec Trump car elle a besoin de cette énergie pour faire tourner son économie. Évidemment. Même s'il existe des parades à la suprématie du dollar, le bitcoin, l'or, les cryptos, le troc. Le troc, c'est le bartering en anglais, c'est-à-dire on échange des biens contre d'autres biens. Celle-ci reste marginale et limitée à des échanges restreints, pas à des flux commerciaux massifs. Voilà, on va pas acheter des millions de barils de pétrole, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que ils n'auront pas trop le choix, même avec le bitcoin. Récemment, les Émirats arabes unis ont demandé aux États-Unis de leur ouvrir une ligne de crédit en dollars, ce qu'on appelle une swap line, sous peine de vendre leur pétrole en yuan. C'était la menace. La seule raison empêchait mais pourquoi est-ce que les États-Unis ont accepté? C'est parce qu'ils voulaient empêcher les Émirats de vendre leurs actifs américains trop vite, ce qui pourrait entraîner une chute du marché boursier et du marché obligataire américain. Et oui, s'ils ont besoin de liquidité, ils vont vendre sur le marché leurs obligations américaines, leurs obligations leurs bons du trésor, ou alors leurs actions. Et là, ça va faire tomber comment on appelle ça, les marchés. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'ils ont cédé. Mais c'était même pas certain que les Émirats auraient mis en place leur menace. Je crois pas. À propos du pétrole et du dollar, alors je vais rappeler un principe économique de base. Il faut rappeler donc qu'il existe une relation entre les prix du pétrole et le dollar américain. Cette relation est un moteur fondamental des marchés mondiaux, traditionnellement défini par une corrélation inverse. Quand l'un monte, l'autre a tendance à baisser. Cependant, cette relation n'est pas une règle immuable et est devenue de plus en plus complexe en 2026, car les USA sont devenus un exportateur majeur de pétrole. Historiquement, le dollar américain et les prix du pétrole évoluent dans des directions opposées pour deux raisons principales. La première raison, c'est le pouvoir d'achat. Comme le pétrole est coté en dollars à l'échelle mondiale, c'est le système du pétrodollar, un dollar fort rend le pétrole plus cher pour des pays utilisant d'autres devises. Cela réduit la demande mondiale, ce qui finit par faire baisser les prix du pétrole. Donc c'est logique. L'idéal pour les pétroliers, pour les producteurs de pétrole, c'est d'avoir un baril entre 60 et 80 dollars. C'est le prix idéal, cette fourchette. Quand c'est trop bas, c'est pas rentable. Quand c'est trop haut, plus personne n'achète. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. La deuxième raison, c'est que les flux d'investissement, justement le dollar et le pétrole sont souvent considérés comme des valeurs refuges ou des couvertures. Lorsque le dollar est faible, les investisseurs se tournent souvent vers les matières premières physiques, comme le pétrole, pour protéger leur patrimoine, ce qui fait grimper les prix. Ah oui, c'est l'offre et la demande, en fait. Depuis le début de l'année 2026, cependant, la relation inverse traditionnelle s'est fréquemment transformée en une corrélation positive. Donc ça veut dire qu'ils évoluent dans le même sens. Cela s'explique par les réalités actuelles du marché. D'abord par le stress macroéconomique lié à l'énergie. Les récentes tensions géopolitiques, comme la fermeture du détroit d'Ormuz, ont provoqué une flambée des prix du pétrole. Ouais, ça, on s'en est rendu compte. Au lieu de chuter, le dollar s'est en réalité renforcé parallèlement au pétrole. L'avantage du bouclier énergétique, contrairement à l'Europe, la Chine ou le Japon, qui dépendent fortement des importations de pétrole, les USA sont désormais un producteur massif et un exportateur aussi majeur. Les prix élevés du pétrole pèsent davantage sur l'euro et le yen que sur le dollar, ce qui entraîne une hausse du dollar américain par rapport à ces devises lorsque le pétrole grimpe. Alors, concernant le yuan, donc qui est la monnaie chinoise, cette augmentation des prix du pétrole a causé à court terme une dépréciation du yuan par rapport au dollar en raison du coût immédiat des importations. Cependant, les échanges en yuan sur les marchés de l'énergie, ce qu'on appelle le pétro-yuan, donc en fait c'est quand on vend son pétrole en yuan, c'est ce que les Émirats voulaient faire, je l'ai expliqué tout à l'heure,
Et les exportations, sur les marchés de l'énergie, donc le pétro-yuan, je viens de l'expliquer, et les exportations vertes, parce que quand le prix du pétrole est élevé, cela pousse les pays à acheter des véhicules électriques et des panneaux solaires chinois. Bah oui, parce qu'on veut augmenter les énergies alternatives puisque le pétrole est trop cher. Donc tout cela signifie que le yuan est beaucoup plus résilient à ces chocs récents. Bon, on verra bien comment ça se passera dans quelques semaines ou quelques mois, si la guerre perdure. Inflation et taux d'intérêt. La hausse des prix du pétrole alimente l'inflation aux États-Unis. Cela oblige la Réserve fédérale, donc la Fed, à maintenir des taux d'intérêt élevés, ce qui attire les investissements étrangers vers le dollar, provoquant une hausse simultanée de la devise et du pétrole. Alors, justement, on va avoir un nouveau président de la Fed cette année, et il est tout à fait possible qu'il n'y ait aucune baisse des taux d'intérêt, des taux directeurs, on appelle ça, cette année. À mon avis, ça va pas arriver tout de suite. Alors, que veut Trump? Trump vient de transformer la plus grande faiblesse de l'Amérique, sa dette colossale, en sa plus grande arme. En déclenchant une guerre peut-être impossible à gagner en Iran, il rend le monde entier dépendant de l'Amérique du Nord. Cette même stratégie fonctionne en Ukraine. La Russie se bat depuis 5 ans en Ukraine, mais cette guerre et les sanctions qui ont suivi ont forcé la Russie à reconstruire son économie. Hormis le pétrole et les matières premières, toute l'économie russe est centrée sur la production de guerre, les drones, les munitions, l'industrie militaire. D'ailleurs, la Russie est passée de l'importation de drones iraniens à la fabrication des siens, les exportant désormais vers l'Iran. Le plan de Poutine est de rendre la Russie autosuffisante, survivre les sanctions internationales, contrôler ses ressources et laisser passer la tempête. Alors Trump veut faire un petit peu la même chose. Il veut contrôler les terres rares au Groenland, le pétrole et les ressources naturelles du Canada, les réserves de pétrole du Venezuela, le secteur manufacturier du Mexique. Et oui, parce qu'il faut bien des usines aussi. C'est la réindustrialisation par le Mexique. Et le canal de Panama pour le contrôle des flux commerciaux par voie maritime. Ça, j'ai fait une vidéo sur Panama et je ferai une autre vidéo là sur sur d'autres détroits et points de passage obligés du commerce international. Alors, pour conclure, Trump a peut-être l'air d'un idiot, il perd peut-être la guerre en Iran, il détruit peut-être l'économie mondiale, mais si l'objectif est de mettre fin à l'Empire américain et de reconstruire une nation pour les Américains, en rendant le monde dépendant des ressources américaines ou celles contrôlées par les États-Unis, alors Trump pourrait entrer dans l'histoire comme le plus grand président américain de l'histoire. Le nouvel ordre mondial est mort, peut-être, et nous nous dirigeons peut-être vers un ordre mondial trumpien. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, diffusez-la, et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.